Bonjour Pascal Perrineau. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur émérite à Sciences Po, un des meilleurs connaisseurs de la carte électorale française. Est-ce que Valérie Pécresse, la candidate officielle des Républicains depuis samedi, a une chance de gagner la présidentielle? Oui, elle peut s'inviter. Et ça, c'est... Qui aurait dit cela au début du mois de septembre? À peu près personne. Les Républicains semblaient être un parti épuisé, qui ne savait même pas avec quelles règles du jeu jouer, primaire ouvert, primaire fermée, décision de l'appareil, bon voilà. Or, et ça, c'est à mettre au crédit de Christian Jacob, le patron des Républicains. La procédure a été respectée, c'était une primaire fermée, ça s'est bien passé, les 5 candidats ont été d'un niveau tout à fait honnête, et il n'y a pas eu de dérapage. Et ça débouche à la fin des fins sur 61 contre 39%, c'est-à-dire une candidate, Valérie Pécresse, qui est installée au cœur du dispositif. Maintenant, il faudra qu'elle ne parle plus simplement aux adhérents, qu'elle commence à s'adresser aux électeurs. Ce qui avait manqué à François Fillon il y a 5 ans, et tout à fait. Ce qui risque de manquer à Yannick Jadot aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que la prochaine présidentielle, pour ce qui concerne la droite, doit se gagner à droite ou au centre? Est-ce qu'elle doit se gagner en tombant du côté de Zemmour-Le Pen, ou est-ce qu'elle doit se gagner en essayant de reprendre les électeurs qui sont passés chez Macron? Au premier tour, il est évident qu'il faut parler à son camp. Or, le problème pour Valérie Pécresse, comme ça aurait été le cas d'ailleurs pour Xavier Bertrand ou pour un autre, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 50% de l'électorat Fillon qui s'apprête à voter vote en faveur de la candidate LR. Et que donc 50% sont partis dans la nature, du côté de Zemmour-Le Pen ou du côté d'Emmanuel Macron. On n'en parle pas assez. Donc il va falloir rassembler ce monde. Et plutôt la logique du premier tour, c'est à droite, et la logique du second tour, de manière évidente, ça sera de gagner au centre. Au centre, à droite, sans évidemment décourager l'électeur du centre, qui sera susceptible de venir au deuxième tour. Bien sûr, parce qu'au centre, il y a environ, disons 20-25% d'électeurs qui avaient voté Fillon, qui aujourd'hui se retrouvent pour l'instant derrière Macron sans être des soutiens entièrement convaincus, mais qui sur les thèmes économiques, au fond, se sont ralliés à un Emmanuel Macron qui leur paraît droito-compatible. Valérie Pécresse a développé un programme qui est plutôt libéral, même assez franchement libéral. Oui. Est-ce que c'est un programme qui peut séduire à droite? Oui. Et ramener les électeurs de Macron? Bien sûr. Ça peut ramener les électeurs de Macron vers elle. C'est vrai que, voilà, si c'était un candidat davantage radical, ces électeurs auraient pu être froissés. Là, c'est tout de même Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, en plus de ça, est assez proche, j'allais dire, en termes de compétences qu'on lui prête, d'Emmanuel Macron. Elle est sortie des mêmes grandes écoles. Elle a fait la preuve qu'elle pouvait être une grande présidente de région, et une région qui n'est pas n'importe quoi, l'Île-de-France. Oui, première région d'Europe. Voilà. Est-ce que Emmanuel Macron doit, comme on le dit dans son entourage, prendre l'élection de Valérie Pécresse comme son pire cauchemar? Je crois. Je crois parce que, d'abord, il n'y a pas pensé jusqu'à maintenant. Personne ne croyait. Il avait en quelque sorte choisi Xavier Bertrand, désigné Xavier Bertrand comme... Il allait sans arrêt dans les Hauts-de-France, il se commençait à se confronter à lui. Et là, avec Valérie Pécresse, ça va être autre chose. Parce qu'il ne pourra pas être le président plein de brio, d'intelligence qu'il a été dans le second tour contre Marine Le Pen. Là, il va tomber, si je peux me permettre, sur un os. Oui, si toutefois Valérie Pécresse arrive au second tour, parce qu'il y a quand même sur son chemin et Marine Le Pen et peut-être Éric Zemmour. Est-ce que Marine Le Pen a encore des chances d'être au second tour? Alors, Marine Le Pen, pour l'instant, est au second tour. Elle est mesurée aux alentours de 20% des intentions de vote. Elle est remontée par rapport à son creux de l'automne? Tout à fait. Parce que d'abord, elle est rentrée en campagne. Elle avait choisi une stratégie un peu étrange, qui était la stratégie du silence. Ça faisait partie de sa stratégie de notabilisation. Là, elle a changé complètement de braquet devant le défi d'Éric Zemmour. Elle est rentrée en campagne et elle a reconquis son électorat, et particulièrement populaire. Ce qui est intéressant, c'est la partition dans la droite extrême entre un Zemmour qui parle plutôt à une bourgeoisie ou une petite bourgeoisie en colère et une Marine Le Pen qui parle à un peuple en colère. Un vote populaire. Et donc, vous dites, elle-là, aujourd'hui, elle est, entre guillemets, qualifiée, en tout cas dans les sondages, pour être au second tour. Voilà. Est-ce que Éric Zemmour peut reprendre son ascension? Lui aussi a connu une montée très brillante et un faux plat, même un creux dans sa campagne.
Et puis hier, il s'est relancé avec beaucoup de monde à Villepinte. Oui, tout à fait. Hier, ça a été, en termes de mobilisation, un succès pour Éric Zemmour. Cependant, quand on écoutait attentivement, Éric Zemmour est tout de même enfermé presque dans un genre. Il faut qu'il fasse attention, parce que s'il veut sortir des 12-13% qui est son niveau actuel, il faut parler à d'autres électrices, à d'autres électeurs que celles et ceux qui considèrent que l'immigration est l'alpha et l'oméga de la situation française. Vous dites qu'il est enfermé dans un genre, comment est-ce que vous qualifiez ce genre? Alors ce genre, c'est un genre, moi ça m'a beaucoup frappé hier, c'est un genre où il se présente sans cesse comme victime. Victime du système. Voilà, victime du système, tous azimuts, des journalistes, des élites, du monde de l'entreprise, de tout. Je veux dire, est-ce que les Français ont envie de voter pour une victime? Je ne suis pas sûr que ce genre-là soit très prospère. Mais ça peut, mobiliser des troupes qui se sentent oubliées et qui se sentent victimes elles-mêmes. Bien sûr, qui se sentent victimes. Le Pen père en a beaucoup joué jadis, mais ça vous enferme un peu dans une certaine marginalité. Parmi les victimes potentielles qui s'exprimaient à la tribune, il y a eu Jacqueline Moreau, l'ex-leader des Gilets jaunes. Est-ce que les Gilets jaunes sont une force politique? Non, parce que les Gilets jaunes sont extrêmement divisés. On l'avait vu aux Européennes qui étaient venues juste après la mobilisation sur le terrain des Gilets jaunes. Ça s'était fini comment politiquement? Incapacité en effet à générer une liste de Gilets jaunes, un éclatement, et c'était en fait à la fin des fins électoralement plutôt le Rassemblement national qui en avait profité. Le week-end politique a été très dense, intense même, avec un très gros meeting là aussi de Jean-Luc Mélenchon. À gauche, c'est la division qui règne. Est-ce que l'un des représentants de la gauche, je veux dire Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, peut-être Arnaud Montebourg, sait-on jamais, est-ce que l'un de ces 3 ou 4-là a la moindre chance d'être au second tour? C'est une mission quasi impossible. Pour 2 raisons. La gauche n'a jamais été aussi faible. Quand on demande aujourd'hui aux Français de dire est-ce que vous vous sentez de gauche ou de droite, c'est 20%. On n'a jamais connu ça sous la Ve République. 20% des Français qui vous disent « moi je me sens de gauche ». Donc avec un tel niveau, ça va être extrêmement difficile. Et puis d'autre part, celui qui fait pour l'instant un peu la course en tête, Jean-Luc Mélenchon, n'est plus du tout au cœur d'une éventuelle union des gauches comme il l'était il y a 5 ans. Il a perdu cette position centrale à gauche. Pas de dynamique. Pas de dynamique du tout pour l'instant. Tout le monde plafonne, Yannick Jadot plafonne, Arnaud Montebourg plafonne à un niveau extrêmement bas, même chose pour Anne Hidalgo. Est-ce qu'on sait si Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, raisonnablement, Emmanuel Macron a les plus grandes chances de gagner l'élection présidentielle? Je dirais que pour l'instant, sur le papier, mais méfions-nous du papier et des popularités de papier, le président a les plus grandes chances d'être réélu, mais comme on dit maintenant, ça n'est pas plié, loin de là. Et mal réélu? Je veux dire, avec peut-être une faible participation? Est-ce que la participation à l'élection présidentielle est toujours plus forte qu'aux législatives et a fortiori aux élections locales? Est-ce que vous pensez que ce sera la même chose cette fois-ci? Non, on peut avoir des surprises là aussi. On n'en parle pas assez. Pour l'instant, les Français n'ont pas la tête à l'élection présidentielle. La pandémie qui redémarre fait qu'on va avoir une élection présidentielle sous pandémie. Nous n'avons jamais connu ça dans l'histoire des 11 élections présidentielles de la Ve République. Et cette pandémie, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par un repli sur nos espaces privés. Et maintenant, il va falloir revenir peu à peu vers l'espace public, vers l'espace politique, et ça n'est pas encore fait. Et donc Emmanuel Macron, ça n'est pas encore fait. Un mot justement sur cette campagne sous Covid, si j'ose dire. Ça peut limiter, voire rendre impossible les meetings. Est-ce qu'on gagne avec des meetings ou est-ce que c'est un vieil outil de la vieille politique? C'est un outil utile en amont d'un premier tour pour montrer que votre camp est mobilisé, pour donner qu'il existe, que ça n'est pas simplement cette popularité de papier que mesurent les sondages. En cela, c'est utile, mais ne croyons pas que les meetings font la victoire. Et donc le reste, les réseaux sociaux la font? Les réseaux sociaux la font, la télévision encore la fait. Quand vous demandez aux Français quel est le média que vous utilisez le plus pour façonner, construire votre choix, eh bien c'est la télévision encore qui arrive en premier. Et peut-être la presse papier, sait-on jamais. Et la presse papier, bien sûr, parce que tout ça est un ensemble d'ailleurs. Même sur le web, on parle beaucoup de ce qui se passe dans la presse papier, dans la presse audiovisuelle. Et ça crée des boucles, comme on dit. Tout à fait. Merci Pascal Perrineau. Merci à vous.